Alors, je vous invite à un itinéraire promenade sur le thème de la découverte de la rivière, la Selle au Cateau. Alors, la Selle et puis ses affluents, en particulier le ruisseau Tupinique, nous découvrirons à la fin du magazine. Et je pense que symboliquement, le point de départ, ça doit être la fontaine monumentale qui se trouve juste en face du musée Matisse, et qui est surtout installée à l'emplacement du site originel de la ville du Cateau, c'est-à-dire qu'il y a plus de 1000 ans, à la place de la ville du Cateau, on trouvait un immense marécage, un endroit assez hostile, un marécage avec des lambeaux de forêt, un endroit sans doute très inhospitalier. Et puis l'évêque de Cambrai, vers l'an 1000, en 1001 paraît-il, tout juste, décide de faire construire à cet endroit, au bord de la rivière, au bord de ce marécage, un château. Enfin, quand on dit un château, c'est une simple tour en bois qui est destinée à empêcher les invasions régulières des brigands qui venaient de la forêt de l'Arouaise, donc venant de la région de Catillon, le Nouvion, et ces brigands venaient dévaster régulièrement les champs, les propriétés. Dans le Cambrésis, toutes ces propriétés appartenant aux évêques de Cambrai. Donc cette fontaine monumentale qui a été installée grâce à la générosité de la famille Sédou dans les années 1880 est installée donc sur le site originel de la ville du Cateau. Nous voici maintenant rue des Digues ou rue de la Digue, puisque personne ne sait très bien le nom exact de la rue. C'est en fait un boulevard industriel, c'est-à-dire que la rivière coule, on est ici en plein centre, en plein cœur de ville, et la rivière coule entre son entrée dans la ville, donc au niveau de la route de Bohain, et sa sortie au chemin de montée. Et cette rivière, rue des Digues, eh bien, la rue des Digues est encadrée, enfin était plutôt encadrée autrefois par deux moulins. Le moulin du Pont-Fourneau, qui a disparu il y a quelques années, et le moulin, ce que l'on appelait le moulin Gervais, qui était autrefois le moulin du Frénois, qui se trouve au niveau du pont sur la départementale 643. Je vous parlais d'un boulevard industriel parce qu'au XIXe siècle, cette rue, avec ses jardins, ses maisons qui paraissent bien calmes, bien tranquilles, toutes ces maisons, tous ces jardins étaient jusqu'aux années 1930-1950 occupés par des usines. Alors des usines, des tanneries, des brasseries, des teintureries, etc. On a même eu un projet d'abattoir au milieu du XIXe siècle. Et cette rue, qui était donc longée par la rivière, servait d'une part plutôt la rivière dans cette rue servait à fournir la force motrice aux usines à une époque où on ne connaissait pas l'électricité. Et puis également, et de façon beaucoup plus prosaïque, cette rivière servait d'égout pour recevoir tous les effluents industriels qui sortaient de ces établissements industriels. Alors pour la petite histoire, on a à l'emplacement des actuels salons funéraires le souvenir du laboratoire, enfin de l'usine chimique qui était tenue par l'oncle de Matisse, un dénommé Monsieur Gérard, qui avait installé à cet endroit une sorte d'usine chimique qui fabriquait un peu de toutes sortes de produits, disons des ersatz, des produits industriels, entre autres il fabriquait une sorte de margarine chimique tout à fait synthétique, et donc il avait travaillé à cet endroit en gros entre les années 1893 et 1903, et ces expériences étaient tellement effrayantes pour les riverains, et d'ailleurs polluantes, nauséabondes, et elle produisait tant de déchets, une sorte de suif sur les trottoirs, que les riverains, vers 1903, avaient déposé à la mairie une pétition demandant l'arrêt immédiat de ces essais industriels de ce voisin assez encombrant. Nous voici devant un endroit très discret qui est un exutoire permettant à l'eau des égouts, enfin l'eau de ruissellement qui percole sous le centre-ville. Donc cette eau arrive dans la rivière par cet exutoire, donc cette sorte de tunnel sous la rue de la République, sous l'actuelle rue Louis Carlier, qui était autrefois la rue du Pont-Bleu. Donc cet exutoire amenait et amène toujours l'eau qui percolait donc sous le centre-ville, qui partait, il faut imaginer qu'autrefois la ville était entourée de remparts.
Et ces remparts suivaient en particulier la rue du Marché aux Chevaux, la rue Robert Ruffin, la rue de la République, etc., le centre-ville. Et donc ces remparts empêchaient l'écoulement des eaux de pluie qui venaient donc de la rue de Fémy, de la rue du Maréchal Mortier. Ces eaux ne pouvaient pas arriver au niveau de la rivière. Donc on avait créé un exutoire qui permettait à cette eau souterraine d'arriver à la rivière sans trop inonder les caves du voisinage. Et au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, la ville envisage de contrôler le bon état de la voûte intérieure de cet exutoire, de cet égout. Et donc on envoie à cette fin un agent voyer, un cantonnier, qui, au péril de sa vie et de sa santé, il faut l'imaginer à quatre pattes, avec des bottes, une bougie à la main, un carnet et un crayon dans l'autre, en train de patauger dans les eaux nauséabondes de cet égout, et puis pas à pas, avec son carnet, qui note en bon fonctionnaire municipal, je suis arrivé à 3,50 m, je constate qu'il manque 5 briques à la voûte, il faudra les remplacer, là j'avance à hauteur environ de 30 mètres après l'entrée du souterrain, je constate qu'il y a des gravats qui encombrent le passage de l'eau. Donc cette RN fait un compte-rendu très précis de un état des lieux en quelque sorte, et il faut l'imaginer donc sortant dans un état assez lamentable à cet endroit. Il sort de l'exutoire par la voûte et il éteint sa bougie, il range son carnet, mission accomplie, il retourne chez son chef cantonnier pour lui expliquer que mission est accomplie. Alors ici, le pont Fourneau, dont on peut regretter la disparition de la cascade il y a 2 ou 3 ans. Et ce pont Fourneau est installé sur l'emplacement d'un moulin, un très ancien moulin qui s'appelait le moulin Mouton, qui est installé là depuis au moins le XIXe siècle. Et ce moulin avait été récupéré par la ville au moment de l'installation du réseau d'eau potable, donc dans les années 1880. Ce réseau d'eau potable qui a été installé dans le centre-ville du Cateau à l'initiative de la famille Sédou, grande famille industrielle, et également Auguste Sédou étant maire du Cateau au milieu du XIXe siècle. Donc ce pont Fourneau, qui possédait donc une cascade, avait été équipé d'une usine des eaux qui permettait, grâce à la captation des eaux qui se faisait dans ce que l'on appelait le pavillon des Nonnettes, à peu près 200 mètres plus loin. Donc toutes ces eaux qui étaient captées dans les sources étaient rassemblées dans cette usine des eaux. L'eau potable était filtrée, envoyée dans les tuyaux, etc., envoyée également dans les châteaux d'eau. Et cette usine des eaux a été équipée dans les années 1993, d'une micro-centrale électrique qui a eu une existence très passagère, mais qui avait été à l'époque inaugurée par Madame Marie-Christine Blandin, présidente écologiste de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc à l'époque, la ville du Cateau en avait profité pour montrer son côté pilote dans cette utilisation des énergies alternatives, utilisation d'une chute d'eau pour produire de l'électricité. Et cette cascade, comme je le disais, a disparu il y a 2 ou 3 ans, suite à une enquête publique qui avait montré le danger, enfin l'inutilité, disons, de cette chute d'eau dans l'équilibre de la rivière. Alors on peut discuter de ces points de vue des hydrologues pour qui, sur le plan écologique, une rivière doit être un simple trait d'union entre la source et le fleuve dans lequel la Selle va s'écouler. Et donc chaque cascade étant considérée comme un escalier qui coupe la rivière en tronçons, infranchissables en particulier pour les poissons qui veulent remonter vers la source de la rivière pour frayer, donc pour se reproduire.
Alors donc cette cascade était pourtant utilisée par la ville, en particulier pour, avec des pots de fleurs, etc. C'était un endroit symbolique. En plus, il paraît que les chutes d'eau produisent des ions négatifs qui sont bons pour la santé, qui calment, qui relaxent. Et donc suite à une enquête publique, qui a d'ailleurs été totalement ignorée par les cartésiens, cette cascade a été, cette chute d'eau a été fermée, supprimée, ce qui a entraîné par la suite des émois, disons, dans la population. Donc c'est un exemple type de cette contradiction qu'il y a entre l'objectif des techniciens, des hydrologues, qui disent une rivière, c'est une unité qui ne doit pas être coupée par des biefs, par des chutes d'eau. Et puis, donc, la contradiction entre cet intérêt global, disons cette logique globale de la rivière, et puis l'intérêt ponctuel de cette cascade, qui était quand même un point symbolique pour je ne dis pas le tourisme, mais enfin pour l'agrément du cadre de vie. Alors nous sommes ici sur la place du commandant Vignolles, que beaucoup de cartésiens connaissent sous le nom de place d'Urgé, et qui était autrefois connue sous le nom, dénommée Porte Aurès. Alors Aurès, c'est du patois, c'est du picard, Aurès, c'est l'eau reste, donc c'est une place qui est née de l'eau, c'est un marécage. Il faut imaginer que jusqu'aux années, après tout 1900, il y avait à la place de cette esplanade goudronnée, il y avait un marécage boueux, au bord duquel d'ailleurs se trouvait la maison natale du peintre Henri Matisse. La maison n'existe plus. Bon, on a reconstruit à l'époque, après les années 1920, on a reconstruit 3 petites maisons à l'emplacement de la maison natale de Matisse, qui était une sorte de maison de maître assez délabrée, qui appartenait à la famille maternelle de Matisse, puisque autrefois la coutume était que les mères aillent accoucher chez leur propre famille. Donc, ce qui fait que, en particulier, le petit Matisse est né au Cateau, alors qu'il n'y a jamais vécu ni passé quoi que ce soit de son enfance ou de sa jeunesse, malgré des légendes tenaces qui voudraient en particulier le voir effectuer sa scolarité au lycée du Cateau, avec une régularité telle qu'il se serait, je n'exagère pas, il se serait cassé la figure un jour en rentrant du lycée, en courant pour retourner chez sa grand-mère, donc place d'Urgé. Il aurait glissé dans la boue de l'usine de son grand-père, dont je vous parlais tout à l'heure, à propos du boulevard industriel de la rue des Digues. Donc cette porte Aurès était l'une des portes qui ouvrait ou fermait, cela dépend, les remparts qui entouraient la ville du Cateau, et qui permettait surtout l'alimentation en eau des viviers, ces viviers qui permettaient de régulariser la circulation de l'eau dans les douves, puisque la rivière était, au temps où la ville était fortifiée, la rivière servait en quelque sorte de douve, donc de fossé, empêchant les invasions de la ville par le côté donc ouest, par le côté faubourg de Cambrai. Alors cette place du Roger, outre qu'elle évoque la maison natale de Matisse, évoque également le passé ouvrier de cette ville, puisque jusqu'aux années 1900-1930, c'était un faubourg ouvrier où se trouvaient donc de nombreuses maisons, également des bistrots, par lesquels les ouvriers et également les enfants, il faut rappeler que jusqu'à la fin du 19e siècle, les enfants travaillaient dans les usines à partir de 8, 10, 12 ans, et en particulier l'une des traditions assez regrettables de ces bistrots, qui, à titre indicatif, au Cateau, en 1900, il y avait à peu près 380 bistrots, et donc ces bistrots avaient une habitude que l'on peut regretter, c'est qu'avant de partir au travail, les ouvriers, et en particulier donc les enfants, allaient vider sur le comptoir du bistrot un verre d'apéritif ou de vin. Et donc à cet effet, les bistrotiers, dès le matin, alignaient une centaine de verres au bord du comptoir, et puis chaque ouvrier ou chaque enfant arrivait, prenait son verre, mettait sa pièce et partait au boulot. C'était une tradition ouvrière qui heureusement a disparu, du moins on peut l'espérer.
Voilà. Alors ici, nous sommes à la fontaine Roland, un lavoir, comme vous pouvez le voir, un lavoir à peu près à 2 mètres en contrebas de la rue de la République, totalement invisible de la rue, et qui a une histoire extrêmement ancienne et très complexe. Alors j'essaie de la résumer, puisque autrement on risque d'y passer la journée. Alors il y a des traces de son existence qui remontent au XVIe siècle, c'est-à-dire que c'est une histoire extrêmement complexe. Il faut remonter aux années 1560. À cette époque, les religieuses qui sont installées à Monté sont bousculées, pour garder un terme poli, par des huguenots en révolte qui viennent de Valenciennes envahir la ville du Cateau. Donc la ville du Cateau est pendant presque une année occupée par les huguenots rebelles à l'évêque de Cambrai. Quand l'évêque de Cambrai, avec l'aide des soldats espagnols, va réussir à remettre de l'ordre dans la ville, les religieuses de Saint-Lazare, les religieuses de Monté, vont voir les édiles du Cateau en leur disant: vous savez, nous avons un hôpital à Monté, mais c'est la campagne, ce n'est pas très sûr, donc nous serions plus tranquilles si nous pouvions installer notre hôpital au Cateau. Évidemment, les édiles ne leur refusent rien, un hôpital gratuit, c'est toujours ça de prix, et donc on leur offre un terrain ici, dans l'actuelle rue de la République, et les sœurs vont installer un hôpital qui va par la suite devenir, au XVIIIe siècle, un pensionnat de jeunes filles. Il faut imaginer à cet endroit un ensemble de bâtiments de bonne tenue, accueillant des jeunes filles de bonne famille, avec des religieuses assez stylées qui organisent la vie quotidienne. Il y a même une bibliothèque, une petite église et une brasserie. Une brasserie, qui dit brasserie, dit bière, dit donc besoin d'eau à proximité. Et l'eau est fournie par cette fontaine, qui n'était pas à l'époque un lavoir. Et puis donc arrive la Révolution, le bâtiment des sœurs est vendu comme bien national, il est rasé, il reste donc ce terrain reste pendant quelques années à l'abandon. Et puis dans les années 1850, Auguste Sédou, maire du Cateau, et aussi membre de la paroisse protestante du Cateau, achète le terrain pour y construire un temple protestant. Alors il achète ce terrain qui est en indivision avec un autre voisin, dénommé Monsieur Facon, qui possède une maison rue Pasteur. Alors Monsieur Auguste Sédou construit le temple protestant, il fait aménager les murailles de ce qui va devenir ce lavoir. Et Monsieur Facon plutôt va décéder, sa maison sera vendue et elle sera rachetée en 1884 par le doyen du Cateau, qui n'est pas protestant, lui, le chanoine de Corne, qui va faire construire ce qui sera l'école Saint-Joseph, ce qui va devenir bientôt un ensemble de logements HLM. Alors il faut imaginer ici le temple protestant avec une école protestante, qui est l'actuel poste de police, et juste au-dessus, il y a une école catholique, et ce lavoir qui est donc en indivision, une copropriété en indivision de la paroisse protestante et de la paroisse catholique du Cateau. Vous imaginez les problèmes que ça peut provoquer en ce qui concerne l'entretien des murailles qui tombent très vite en très mauvais état, et il faut imaginer donc les querelles de bonne aloi entre ces deux riverains, ces deux voisins mitoyens, la paroisse catholique et la paroisse protestante, qui chacune se renvoie la balle quand il s'agit de payer les travaux. Et par ailleurs, en 1943, sous l'administration donc de l'État français, il y a une grande réunion sur place avec entre autres le responsable des travaux publics de l'époque, et puis le maire de la ville, etc., parce que les murailles tombent en ruine de façon tellement alarmante qu'on imagine tout simplement de combler le lavoir et de construire à la place une bibliothèque protestante.
Alors, comme vous voyez, c'est un bassin, d'ailleurs autrefois il y avait des poissons rouges, et c'est un bassin qui est alimenté non pas par une source, mais par des eaux de percolation. C'est-à-dire, ici nous sommes au niveau de la rivière, nous sommes à peu près à 2 mètres en dessous de la rue de la République, et toute l'eau qui arrive dans ce bassin, c'est l'eau qui suinte dans le sous-sol. Et donc cette eau vient se rassembler dans ce bassin qui a été aménagé en lavoir au milieu du 19e siècle. Et ensuite, l'eau en trop-plein est évacuée par un siphon qui passe sous la cour de l'ancienne fonderie qui se trouve juste en face et qui arrive par un égout dans la rivière la Selle, donc à l'arrière de la halle de l'ancienne fonderie. On peut encore voir d'ailleurs aujourd'hui l'exutoire de cet égout. Cette fontaine, donc, qui est très pittoresque, qui doit être réhabilitée par la commune, reste toujours en indivision. C'est-à-dire que si demain la ville, qui va d'ailleurs l'aménager aux frais de nos impôts locaux, la ville restera copropriétaire mitoyenne avec l'office HLM, enfin la société lavénoise, dont je pense l'existence de ce lavoir importe peu, mais nous avons toujours ce problème d'indivision. Et alors, toujours une indivision, non seulement entre voisins, mais aussi symboliquement sur le plan religieux, puisque cette fontaine, qui porte le nom de fontaine Roland, du nom d'un personnage des guerres de religion. Vous savez, en 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes, qui permettait aux protestants de vivre en France. Donc il en découle à toutes sortes de troubles religieux. Et dans les Cévennes, un dénommé, un chef guerrier protestant se fait appeler le généralissime Roland. Donc c'est un personnage je ne dis pas de la mythologie, mais enfin de l'histoire protestante. Et donc ce nom de Fontaine Roland a dû être donné par la famille Sédou en souvenir de cet épisode de la guerre des Camisards. Mais cette eau qui est donc captée dans un bassin propriété de la paroisse protestante, ces eaux, elles proviennent d'où? Eh bien, tout simplement du point culminant du centre-ville, qui est, tout simplement le sous-sol de l'église Saint-Martin, qui est au sommet, sinon d'une colline, du moins, qui est le point culminant du centre-ville, et donc qui recueille, c'est un endroit très humide, un sous-sol très humide, et toute cette eau qui est recueillie par les gouttières de l'église Saint-Martin, qui descend tranquillement sous la rue Pasteur et qui vient aboutir dans ce bassin de la fontaine Roland. Vous voyez que les voies du Seigneur sont impénétrables et que c'est une eau finalement très œcuménique qui va s'écouler paisiblement dans notre rivière. Alors je les évoquais tout à l'heure, autrefois, à l'époque où on ne connaissait pas l'électricité, les moulins, l'eau, les chutes d'eau servaient de source d'énergie aux rivières, aux usines qui se trouvaient au bord de la rivière et aux moulins. Alors des moulins, il y en avait environ 80 en 1900 sur la Selle, il en reste encore aujourd'hui à peu près une vingtaine, presque tous abandonnés, mais enfin pour une vingtaine qui sont encore visibles dans des états plus ou moins lamentables au bord de la rivière. Et donc, parmi ces moulins, on peut évoquer le moulin des Prés qui se trouve au chemin de montée. Alors, ce moulin des Prés, c'était une usine qui a connu toutes sortes de destins et qui a, dans les années 1930-1940, servait de fabrique de maillons, d'éléments industriels, de chaîneries, etc., toutes sortes d'éléments de chaînage, de bobines métalliques, etc., qui est exploité par la famille Lebègue. Et pour donner une idée de la fragilité, si l'on peut dire, des choses humaines, le propriétaire, M. Lebègue, a eu un jour, on remonte à 1949, il a eu une crise cardiaque et du jour au lendemain, l'usine a fermé puisque, faute de personnes capables de diriger l'usine, du jour au lendemain, l'établissement a fermé alors que c'était un établissement très, très réputé jusqu'au début du XXe siècle. Un peu plus loin, nous avons le moulin du Tordoir qui est installé au confluent
du ruisseau de Richemont qui vient de Basuel et de la Selle, donc avec une impressionnante chute d'eau, avec un exutoire. Et autrefois, c'était un endroit assez impressionnant où d'ailleurs les candidats au suicide venaient essayer leur macabre besogne. Et donc ce tordoir était une usine, un moulin, donc moulin agricole au départ, et qui a fini sa carrière dans les années 1930-1950 comme usine de traitement du manganèse, c'est-à-dire un minerai industriel, donc avec tous les rejets que l'on peut imaginer dans la rivière. Donc c'était encore une fois une époque où l'écologie était bien loin des soucis quotidiens. Un peu plus loin, nous avons le très mystérieux moulin Catillon, très difficile à trouver, et qui est à l'état de ruine, état de ruine très pittoresque d'ailleurs, et dont l'histoire remonte au XVIIIe siècle. Il a une histoire qui se perd dans les brumes du bord de la rivière et qui sans doute mériterait d'être mieux connu. C'est un endroit très poétique, mais qui évoque des mystères, qui est très évocateur, d'autant plus qu'on se trouve ici à Monté, au bord de la chaussée romaine, donc à un endroit qui a été très, très anciennement habité, déjà au temps des Romains et puis au temps des Mérovingiens, etc. C'est un endroit qui prête au rêve, au songe. Alors, il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, il était envisagé de créer un canal de la Selle qui aurait donc consisté à canaliser les eaux de la Selle pour alimenter un canal qui serait allé entre la Sambre à Eure et l'Escaut à Denain. Donc c'est un projet qui a disparu, dont on pourra reparler dans un autre magazine éventuellement. Ici, nous voici à Saint-Menin, où nous voyons la Rivierette des Essarts, qui est un affluent de la Selle, qui prend sa source à la Fontaine Moutarde, qui a été rendue célèbre il y a une dizaine d'années à cause de ce projet de centre d'enfouissement de déchets. Et pour vous donner une idée de la baisse de la nappe phréatique, de la hauteur d'eau dans le sous-sol, cette Rivierette des Essarts prenait autrefois sa source entre Onchy et Busigny, donc à 5 ou 6 km d'ici. Et maintenant, c'est un simple ruisseau qui alimentait néanmoins autrefois un moulin, le moulin Vatin, tout près d'ici, à Saint-Menin. Alors, je ne voulais pas terminer cette évocation de l'eau dans la région du Cateau sans parler évidemment du ruisseau de Tupigny, le ruisseau de Tupigny que peu de gens connaissent, qui est maintenant finalement un simple égout très discret, mais qui résume à lui seul tous les malheurs qu'un cours d'eau peut subir. Alors, c'est un ruisseau qui naissait autrefois rue de Fémy, entre la rue de Fémy et la route de Guise, qui a actuellement à peu près 1,5 km de longueur. Mais alors, je vais vous raconter son histoire parce que pratiquement d'hectomètre en hectomètre, il lui arrive un malheur bien fâcheux. Et déjà, il prend sa source rue de Fémy, où il reçoit copieusement les engrais qui lui sont déversés dans les champs environnants. Et puis à peine entré en ville, le voici qui passe sous le cimetière. C'est pas vraiment l'endroit le plus sympathique pour entrer en ville, mais il ne faut pas oublier que dès avant son entrée en ville, il est passé où? Eh bien, sous l'actuel arboretum, qui était autrefois, eh oui, simplement la décharge d'ordures municipale. Donc là, bien chargé de toutes sortes d'effluents, ce ruisseau se dirige donc sous le cimetière, où il faut imaginer qu'il s'alimentait en quelques vieux tibias abandonnés. Et puis ensuite, il rentre en ville. Alors autrefois, il servait de fossés, de douves, quand la ville était entourée de remparts et qu'il s'agissait en période d'insécurité d'alimenter les douves en eau. Et ensuite, il se dirige il passe sous la source du pavillon, un lavoir très ancien. Il se dirige vers son confluent avec la Selle au niveau des anciens abattoirs qui sont destinés à devenir un centre de loisirs. Voilà donc l'évocation de la Selle et de ses affluents dans la ville. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette rivière est quand même le point de naissance de la ville, puisque cette rivière au débit constant en hiver et en été
était le prétexte pour l'installation des grandes usines Seydoux au XIXe siècle, qui ont servi de pôle industriel. Ne sait-on pas que l'usine Seydoux en 1900 était la première usine en termes d'effectifs ouvriers de tout le département du Nord. Donc si le Cateau existe, si le Cateau était une ville industrielle autrefois prospère, eh bien, elle le doit uniquement à cette rivière si tranquille, si paisible, qui pourtant, vous pouvez le voir, fut et est encore un élément déterminant de son histoire et de sa géographie. J'espère que cette visite, trop courte hélas, vous a permis d'en apprendre plus sur cette rivière que l'on regarde distraitement, dont on oublie l'existence et dont pourtant, qui est pourtant porteuse de dizaines d'anecdotes et qui est aussi responsable de toute l'histoire de notre ville. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau! Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons.